Et on va enchaîner avec une table ronde autour de cette question. On a vu à la fois cette obligation, cette nécessité, cet objectif fixé par le RGPD qui est de protéger les données personnelles, de protéger la vie privée, de protéger les citoyens bien sûr, mais d'ouvrir aussi un marché, un grand marché unique de la donnée européen pour essayer d'être dans l'efficacité, dans l'innovation bien entendu. Mais est-ce qu'il est possible, et c'est la question que vous vous posez dans les entreprises évidemment, compte tenu de cette exigence, de cette mise en conformité, de ce nouveau cadre aujourd'hui, de cette exigence spécifiquement européenne, de ce modèle, est-ce qu'il est possible d'innover mais surtout de faire du business avec la donnée? Ou comment il est possible? La réponse est oui évidemment, mais comment? Et comment en étant en conformité, tout en progressant vers la rapidité que permet aujourd'hui la technique. Nous allons le faire avec les orateurs que vous allez m'aider à accueillir, si vous voulez bien, immédiatement. Et puis cette fois-ci, plutôt que des questions SMS, ce sera des questions directes de la salle avec ces deux micros que j'aurai à vous fournir dans un instant. Nous accueillons un autre parlementaire qui est avec nous aujourd'hui et qui était le président du groupe d'études économie de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle à l'Assemblée nationale, le député En Marche des Côtes-d'Armor, Éric Bothorel. Monsieur Bothorel, s'il vous plaît, si vous voulez bien prendre place. Je vous en prie. Merci de votre présence, ça va, merci infiniment. Emmanuelle Payan est la Chief Data Officer de la Société Générale. Merci infiniment, madame, d'être avec nous ce matin. Prenez place, s'il vous plaît. On va rentrer là dans la réalité, en effet, de la pratique des entreprises, et on va le faire aussi avec Accor, le groupe Accor, autre grand groupe mondial et français, avec Fabrice Otano, qui est le senior vice-président et chief data officer du groupe Accor Hôtel. Merci infiniment d'être avec nous. Et puis l'ambition fixée par le Syntec, c'était évidemment de ne pas oublier, le Syntec numérique, c'était de ne pas oublier l'individu que nous sommes, le citoyen. Alors, on a cherché la façon dont le citoyen pouvait être présent, les familles. C'était une des meilleures voies peut-être pour avoir la représentation du citoyen. Et nous avons avec nous le coordinateur médias usage numérique de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, Olivier Gérard, qui va représenter le citoyen, si j'ose dire, que nous sommes tous. Merci. Venez avec moi ici. Bonjour. Venez là, voilà. Je vous en prie. On va vous fournir un micro. Voilà. Si vous en avez chacun un, vous aurez le vôtre ici. On vous le prêtera dans un instant. On va commencer avec vous, monsieur le député, Éric Bothorel. Vous êtes, vous, au départ, prenez le micro s'il vous plaît, un professionnel de ce secteur avant même votre mandat nouveau, politique, avant d'entrer en politique et via En Marche de devenir député en 2017. Rappelez-nous simplement le métier que vous faisiez. À 51 ans, si je dois le résumer, ça va prendre un peu de temps. Mais je vais essayer de faire bref. Moi, j'ai commencé dans les fin des années 80, années 90, à l'époque où les micro-ordinateurs allaient remplacer les mini, les mainframes. La promesse, c'était de tuer les gros systèmes. Et donc, les premiers PC 286 qui étaient distribués auprès des grands groupes. Et j'ai commencé avec la micro-informatique, avec ensuite son évolution, tout ce qui est client-serveur, le manager, Novell. Et donc on a vu monter en puissance ces micro-ordinateurs qui ont progressivement remplacé les anciennes infrastructures. Puis on a commencé à héberger des ERP sur ces ordinateurs. Et puis ensuite est arrivée la partie cloud, avec bien évidemment l'émergence du web et de l'Internet sur toute sa durée, et donc la partie télécommunication. Ce qui m'a conduit jusqu'à l'année dernière, parce que j'étais encore en fonction au mois de mai l'année dernière, à travailler pour un groupe qui est un groupe parisien et présent au niveau national sur les infrastructures, les réseaux, l'hébergement, tout ce qui était service managé. Et je suis en parallèle aussi réserviste de la cyberdéfense opérationnelle. J'ai voulu qu'on fasse ce petit détour. Pourquoi? Parce que En Marche, mais pas seulement, même dans les autres groupes aujourd'hui de l'Assemblée nationale, il y a eu une vague, évidemment il y a une évolution politique, mais en dehors de cet aspect, une des données de cette évolution politique, c'est que la nouvelle génération, ce sont des gens qui ont une légitimité de terrain et de connaissance de la réalité de ce dont ils parlent ensuite à l'Assemblée qui est déterminante. Et donc, j'ai voulu faire ce point pour cet aspect. Vous êtes, vous, dans la réflexion politique et du législateur sur cette problématique aujourd'hui de l'encadrement légal de l'usage des données. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin aujourd'hui que la RGPD? Qu'est-ce qu'il en est de l'état de la façon de légiférer aujourd'hui sur ces données, selon vous?
La tentation est grande parce que, juste prendre le mot d'un expatrié qui, lors d'un reportage télé il y a quelques semaines, disait « c'est passionnant ce que l'on vit aujourd'hui à l'heure du numérique parce qu'on est sur un mouvement exponentiel ». Sauf qu'on ne sait pas à quel niveau de la courbe on se situe. Et je pense qu'effectivement il a raison. C'est que devant nous, on a un certain nombre d'innovations, d'usages nouveaux qui vont apparaître. Pour celles et ceux qui ont fréquenté les salons les plus récents, que ce soit à Las Vegas ou à Barcelone, il apparaîtra que l'interfaçage entre l'individu et son device, son périphérique, va massivement migrer vers l'utilisation de la ressource vocale, par exemple. Ça pose des tas de questions. Ça pose des questions sur la sélection que l'on a ou pas des applications, ce que l'on connaît des applications qui vont être utilisées. Et ça n'est qu'un seul des aspects. On a l'intelligence artificielle. Alors, on sort de l'hiver, mais ça devient l'été. La profusion de l'intelligence artificielle, et à la limite, n'importe quel macro Excel aujourd'hui est qualifié parce que c'est un algorithme d'intelligence artificielle. Donc en fait, on a des objets un peu non identifiés et on demanderait aux législateurs au dernier recours de poser les bases, de clarifier les choses, etc. Moi, je me lève pas avec une obsession chaque matin qui est de faire un texte de loi et d'ailleurs je le partage avec la plupart des parlementaires parce qu'on serait bien incapable de le faire, mais en même temps, il y a des sujets éthiques, sociaux, de justice, d'équilibre, de consentement, d'éclairage des utilisateurs sur l'usage qui est fait à la fois de leurs données, mais de la manière dont on les traite, qui va nécessiter que probablement le législateur, dans les temps qui viennent, et il vient de le faire avec le RGPD par exemple, il y aura d'autres sujets qui viendront, comme e-privacy, il y a un regard législatif. Mais on ne peut pas être en permanence à l'écoute et à l'unisson des innovations technologiques, parce que le temps de produire une loi, le temps d'en émettre les décrets, vous êtes très certain d'être passé à la génération future de l'innovation que vous étiez en train de traiter. Donc il faut, avec lucidité, sérieux et en même temps tout ce qui caractérise le travail d'un parlementaire, qui est effectivement de faire quelque chose qui soit valable sur le territoire national. Mais je pense que les enjeux, vous l'avez rappelé dans la précédente table ronde, c'est aussi d'avoir un espace homogène au niveau européen, à minima, si on veut pouvoir être en compétition, et en tout cas livrer compétition avec les États-Unis et l'Asie. Il faut qu'on puisse avoir un regard et que cela se traduise en termes de texte de loi, quand c'est un texte de loi, si c'est pas de la soft law, si c'est pas de la jurisprudence, si c'est pas d'autres arsenaux juridiques. L'esprit, enfin le cœur de votre réflexion, c'est si la loi n'est pas à la hauteur des exigences du public, le public se détournera des usages et des nouveaux usages. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça ? Non, ce que je veux dire, c'est que la préoccupation du législateur, ça doit être de défendre toujours, j'allais dire, les plus vulnérables. En l'espèce, et sur le champ du numérique, moi je fais partie de ceux qui défendent le libre consentement. Je fais partie de ceux qui défendent la bonne information des usagers, qu'ils soient domestiques ou privés, sur l'usage que l'on peut faire des données, leur traitement, etc., etc. Et comment on rend compatible à la fois cette exigence qui est celle de mettre de la justice, de la transparence et de la clarté sur l'objet numérique, et comment on ne bride pas l'innovation par ailleurs. C'est-à-dire que parfois il peut sembler qu'il y ait des injonctions contradictoires entre l'impérieuse nécessité qui est de défendre effectivement les plus vulnérables, ou en tout cas les moins informés, et en même temps, tout le monde aura reconnu la signature politique du parti auquel j'appartiens, et en même temps de faire en sorte que les champions qui sont aujourd'hui des startups deviennent demain des scale-up, deviennent après-demain des licornes, et qu'on puisse livrer la compétition à laquelle on est soumis. Parce que qu'on le veuille ou non, on peut décider de se soustraire, de faire la journée sans Facebook pour nommer personne, et puis décider que c'est tous les jours, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que l'innovation nous apporte des choses. Enfin, sur le traitement contre le cancer par exemple, il n'y aura pas de progrès majeur dans les temps qui viennent si on n'est pas capable d'exploiter à la fois les datasets, l'imagerie, etc. Donc on est dans un discours un peu anxiogène ces derniers temps, parce que quand on parle de numérique, on parle beaucoup de cyberdéfense, cybersécurité. C'est pas le reportage télé qui est passé dimanche soir sur France 2 qui va rappeler qu'on est dans un environnement serein. Donc il faut en permanence rappeler quels sont les nouveaux dangers, les nouvelles vulnérabilités qui existent, mais en même temps ne pas oublier que beaucoup d'acteurs portent la promesse d'un monde meilleur, à la fois dans ses mobilités, à la fois dans sa santé, et que ce sont des réalités qui se traduisent au quotidien. Moi j'entends bien que vous nous dites propriété, affirmer la propriété, ça suffit pas. Et vous avez fait une proposition, un amendement, vous voulez aller plus loin concrètement. C'est quoi la proposition que vous faites ? Alors moi je partage pas totalement l'idée de la propriété, patrimonialité, etc. Mais enfin on a déjà le débat avec Gaspard sur d'autres on va pas le reprendre stricto sensu. Et il continuera parce que incontestablement il y a des choses qui demandent à être maturées et expérimentées, et j'entends qu'il est sur le deuxième volet de la valorisation possible, qui est un des enjeux du sujet qu'il porte.
porté sur la patrimonialité ou la propriété des données. Non, moi ce que j'avais porté comme amendement, et pour information et ceux qui suivent la navette parlementaire, il est réintroduit de nouveau par l'intermédiaire du Sénat depuis hier soir, c'était de poser le principe qu'on avait le libre choix des applications qu'on avait sur ces terminaux, que ce soit des smartphones, que ce soit des micro-ordinateurs, etc. Et ne plus se faire imposer des applications qui sont des applications qui ne disent pas tout de la manière dont elles vont utiliser les données, la manière dont elles vont les traiter, etc. Et de remettre, pour le coup, une concurrence saine, enfin qui me paraît saine, entre différents acteurs, parce qu'après tout, aujourd'hui, en matière de moteur de recherche ou de navigation sur Internet, vous avez le choix. Est-ce que vous avez vraiment le choix ? Prisonnier du système qui est proposé avec le portable ou la tablette. Est-ce que vous avez vraiment le choix quand vous faites le premier switch on de votre téléphone ? Probablement que non, parce que vous avez un magasin d'applications qui vous est fourni, vous avez un certain nombre d'applications qui vous sont fournies, et il est très difficile de s'en soustraire, et même Cédric Villani l'avait commenté lorsque j'avais défendu l'amendement dans l'hémicycle, à l'occasion d'une mise à jour, vous pouvez voir disparaître les choix que vous aviez fait vous-même pour vous voir imposer le choix qu'a fait soit l'opérateur du système d'exploitation, soit On a vu le débat sur l'obsolescence programmée des smartphones en ce moment et les attaques contre Apple. Et ça me paraît d'autant plus important que revenant sur l'émergence et la migration possible, encore une fois, de l'interface entre l'homme ou entre l'individu, l'homme et les femmes, enfin les femmes et les hommes, et le terminal, migrant vers par exemple la reconnaissance vocale, vous verrez là une forme de transparence. Alors pour le coup, c'est pas à dessein que j'utilise le terme de transparence, mais quand vous allez monter dans votre véhicule autonome demain et que vous direz je veux aller à tel endroit, finalement vous ne saurez plus quelle application est en train de vous répondre. Et ce sera vrai de l'ensemble des usages. Une question, et puis je passe la parole aux autres orateurs, mais très importante, parce que ce que vous dites là c'est très bien, mais comment on fait quand on discute pas, ou comment ça impose de discuter avec les Google, avec les Apple, enfin dans ceux qui sont déjà en position quasi de monopole? Oui, mais vous savez, quand vous voulez discuter avec eux, d'abord ils vous reçoivent, et puis s'ils ne veulent pas vous recevoir, vous les recevez, et ils viennent assez volontiers au Palais Bourbon ou dans les bureaux annexes. On ne peut pas être dans le Far West et dans le laisser-faire. Et ce n'est pas un mal franco-français, ou plutôt un bien franco-français. Cette dimension, je pense que Mounir l'a peut-être rappelé ce matin, d'un numérique au service de l'humain, c'est ce qui caractérise probablement la plupart des acteurs aujourd'hui, français et européens. Et cette dimension-là, elle ne se limite pas, elle n'a pas de frontières. Aux États-Unis, on sent aussi cette préoccupation émerger, quoique soient les décisions de l'administration américaine ces derniers temps. En Asie, c'est aussi le cas. Enfin, je n'irai pas jusqu'à comparer le modèle numérique européen à celui de l'Asie, qui a pris des positions beaucoup plus simples en matière de protectionnisme et de traitement de l'information. Enfin, on ne va pas comparer le web chinois avec le web européen. Mais sur ces aspects-là des choses, la sensibilité qu'est la nôtre, et dont je pense que le parlementaire et les parlementaires que nous sommes devons continuer de l'entretenir, c'est les gens attachés à la neutralité du net. C'est les gens attachés à la portabilité. Qu'est-ce que c'est que la neutralité du net, la portabilité, si ce n'est que c'est la défense des usagers et des utilisateurs, y compris les plus vulnérables. Quand je décide de ne pas cocher un menu pop-up qui m'est fourni et qui m'explique en quelques mots que je n'arrive pas à comprendre, que si je coche, je vais avoir le droit à tel accès de telle application. Je sais, moi, parce que j'ai une forme, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la fois d'éducation et de parcours, je sais à quoi je me soustrais. Je ne suis pas sûr que ceux qui cochent, sans trop savoir à quoi ils donnent suite, sachent à quoi ils s'exposent en réalité. Et la puissance publique, elle est là pour dire et pour rappeler, voilà ce à quoi vous vous exposez. Après, libre choix des uns et des autres d'utiliser telle application ou telle autre. Et par exemple, avec Google, comme parlementaire, vous avez des discussions, questions courtes, réponse courte. Oui, j'ai des discussions soutenues, continues, et je discute avec Google, je discute avec Quant, je discute avec Facebook. Voilà, ce sont des acteurs. Après, Google, on peut leur faire les procès que l'on veut, mais au demeurant, s'ils sont acteurs dominants aujourd'hui sur le marché, c'est que dans une économie libre et non faussée, ils ont tiré leur épingle du jeu, ils ont disrupté à certains endroits, ils se font disrupter par ailleurs. C'est le cas de tous les acteurs. Donc moi, je n'ai pas à porter de jugement particulier sur le fait qu'ils occupent aujourd'hui cette position. Après tout, c'est celle que les consommateurs leur donnent. Alors Olivier Gérard, de l'autre côté de la chaîne, le public, le petit pousset, qui pourtant veut compter. Il y a une notion clé qui est celle de la confiance. Là, comment vous abordez, vous, du point de vue du consommateur, de l'usager, cette question de la confiance, qui est paradoxale aujourd'hui, la question du consentement. Comment vous traitez ça chez vous? Alors, bonjour à tous. Effectivement, là, ces questions qu'on a évoquées ce matin sont au cœur de nos préoccupations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle des consommateurs, des citoyens, on parle d'une diversité de situations. Il n'y a pas le consommateur, le citoyen, il n'y a pas un consommateur qui serait unique, qui serait monoforme. Chaque citoyen
a son propre rapport au numérique. Vous avez des personnes qui ont un parcours qui les a amenés à utiliser ces outils-là, et puis vous avez d'autres personnes qui ont découvert le numérique, parfois qui est arrivé à eux sans qu'ils le demandent. C'est encore le cas aujourd'hui pour des populations vulnérables à qui on va demander de remplir des documents administratifs en ligne, puisqu'on est dans une situation de dématérialisation. Donc les personnes vont commencer à devoir aller sur le numérique, et puis finalement, parce que les services qui sont proposés vont répondre à des aspirations, à des besoins, vont peut-être commencer à aller sur d'autres pratiques. Donc on est face à une situation où tout le monde est concerné, mais tout le monde a un rapport particulier au numérique. Ce que nous on constate quand même, c'est d'abord qu'effectivement il y a aujourd'hui des préoccupations légitimes autour de la question des données, de ce qui est fait de ces données. Ça c'est quand même quelque chose qui ressort de manière assez importante. Les personnes se préoccupent de cette question des données, ce qu'elles deviennent, par qui elles sont utilisées, quelle vie elles vont avoir une fois qu'elles sont diffusées. Donc ça c'est quand même un aspect extrêmement important sur lequel nous on va essayer de capitaliser, parce qu'on ne part pas d'une situation où on aurait des consommateurs qui seraient un peu face à des grands groupes sans aucune mesure. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui ressort également, c'est qu'ils sont soucieux et ils souhaitent vraiment pouvoir reprendre cette fameuse maîtrise. Ce matin on a utilisé la notion de maîtrise, donc on ne va pas revenir sur est-ce qu'on peut avoir une maîtrise sans propriété, mais en tout cas nous cette aspiration à la maîtrise, pour reprendre les propos d'Isabelle Falque-Pierrotin, c'est quelque chose qu'effectivement nous sur le terrain on rencontre. Ils ont une volonté de pouvoir reprendre la main. Et en même temps, ce qu'ils nous disent, c'est que nous, on veut bien reprendre la main, mais on a besoin, face à nous, d'avoir des acteurs économiques, des services publics, des administrations, qui finalement jouent le jeu. C'est-à-dire qu'on ait confiance. Et je viens sur la notion de confiance. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas... Mais c'est quoi la clé pour que les gens aient confiance? C'est leur capacité à donner leur consentement, par exemple? Alors, c'est leur capacité, le mot est juste, leur capacité à donner le consentement. Je disais tout à l'heure, vous avez autant de diversité de situations que d'individus. Alors, effectivement, cette question de la capacité à donner le consentement est fondamentale. On doit me demander systématiquement mon autorisation. Non seulement on doit me demander systématiquement, mais on doit m'expliquer exactement ce qu'on me demande. L'exemple que vous avez pris est assez juste. Effectivement, on vous demande parfois de cocher, donc on n'est plus dans une situation où on va cocher pour vous et puis vous pourrez décocher si vous le voulez. On est passé dans aujourd'hui je dois donner mon consentement. Mais qu'est-ce que ça veut dire donner son consentement libre et éclairé? Quelle est la capacité de compréhension de l'enjeu qu'il y a derrière? Ça, c'est un véritable enjeu, un enjeu d'éducation. On va le voir quand on va sur son compte bancaire ou quand on prend une chambre d'hôtel. Exactement. Vous avez en plus des diversités de pratiques et d'usages qui nécessiteraient finalement et qui nécessitent que chacun soit en capacité de comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Alors c'est d'autant plus compliqué, c'est qu'on est dans une société digitalisée, je le disais, et donc vous avez notamment des populations à qui on va demander de donner leur consentement libre et éclairé sans qu'ils aient eu cette fameuse culture, cette acculturation numérique. Je pense en particulier aux personnes vulnérables, vous le disiez tout à l'heure. Handicapées. Aujourd'hui, vous avez 13 millions de personnes, si on prend les chiffres, puisque Mounir Majoubi était là ce matin, c'est le chiffre qu'il utilise dans le cadre de sa mission pour un numérique inclusif, 13 millions de personnes qui sont en difficulté face au numérique. Ça ne veut pas dire 13 millions de personnes qui n'utilisent pas le numérique. Dans ces 13 millions, certains l'utilisent beaucoup. Et pour autant, ils n'ont pas la capacité de... Bon, mais alors, quelle est la réponse de l'UNAF? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez travaillé là-dessus, vous avez réfléchi. Vous répondez quoi? Quelles sont les solutions pour en sortir? Alors, nous, pour avoir le consentement. Alors, les solutions, elles sont de deux ordres. D'abord, il faut qu'on travaille tous ensemble de manière intelligente pour pouvoir donner au moment du consentement quelque chose, un message clair, simple et qui puisse être compréhensible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et pour nous, il est presque principal, c'est véritablement de mettre en place quelque chose qui serait une espèce d'éducation de l'ensemble des citoyens à cette société numérique. Ça dépasse de loin les entreprises ça dépasse de loin. C'est une vraie action collective qu'on doit mener avec les pouvoirs publics, avec les acteurs économiques et avec les citoyens eux-mêmes. On a beaucoup parlé, on a parlé ce matin, je crois, de l'éducation auprès des enfants. Il y a des choses qui sont faites dans les écoles et c'est très bien. La CNIL également a beaucoup travaillé avec la mise en place des référentiels, justement pour permettre aux enseignants de se saisir de ces questions autour des données personnelles et de pouvoir accompagner les enfants. Mais les enfants, ce sont les consommateurs d'aujourd'hui, de demain. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de consommateurs, encore une fois, qu'il ne faut pas écarter. Et nous, on essaie de développer sur le terrain, dans la proximité, localement, des discussions, des débats. Ce matin,
en introduction, on a parlé nécessité de faire débattre de ces questions. Oui, il faut absolument que dans les débats citoyens, dans les débats de parentalité, cette question du numérique, de la donnée personnelle, fasse l'objet des temps d'échange, que chacun s'approprie ces questions. Avant qu'on vienne aux deux applications, aux deux applicateurs que sont le banquier et l'hôtelier, tout de même, votre réaction sur la dimension de l'âge, le consentement et la majorité. On a eu un peu ce débat tout à l'heure. Là, vous appuyez sur l'idée qu'il n'y a pas de maîtrise de ces données si on n'est pas dans le consentement et la capacité à avoir un consentement clair. Qu'est-ce qu'il en est des enfants, des mineurs? Pour vous, c'est un sujet, j'imagine, stratégique. Qu'est-ce que vous dites là à tous les membres de la chaîne de responsabilité qu'on a évoqué tout à l'heure avec Jérôme Siméon? Nous, ce qu'on a dit, on a pris une position assez claire qu'on avait transmise à la CNIL, qui nous avait sollicité au moment des discussions. On était favorable à ne pas modifier le RGPD, c'est-à-dire rester sur une posture de 16 ans pour l'accompagnement des parents. Pourquoi cette objection par rapport à l'idée de 12 ou 13? D'abord parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, finalement, quand on regarde un peu, alors on a différents âges, on peut faire des références aux données de santé, par exemple, mais quand on regarde aujourd'hui la capacité qu'on a pour contractualiser et avoir un engagement contractuel, c'est 18 ans aujourd'hui, sauf dans le cadre des systèmes d'émancipation. Or, on voit bien que dans un certain nombre d'actes relatifs au numérique, on est dans quelque chose qui se rapproche d'une contractualisation, parce que les enjeux qu'il y a derrière, la transmission des données, le fait de transmettre ses propres données à un tiers, ça s'inscrit dans une démarche de contractualisation. Nous, on s'est beaucoup appuyé aussi sur les travaux qui ont été faits par notamment dans le domaine de la protection de l'enfance et le défenseur des droits et la convention relative aux droits de l'enfant, qui rappelle qu'effectivement il est important de mesurer la capacité qu'ont les adolescents, y compris à l'ère du numérique, à comprendre l'ensemble des enjeux. Et au regard de la complexité qui nous semble nécessaire, c'était 16 ans. Alors l'idée aussi pour nous, c'est évidemment, et c'est une chance, on va essayer de travailler sur ça, c'est que cette autorisation parentale, elle permette véritablement une discussion entre les parents et les enfants autour de ces enjeux au sein de la famille. On voit bien que ce qui pourrait paraître un débat parallèle, celui de la frontière de l'âge, en vérité, est important, parce que c'est le débat sur le consentement qui est le pivot, en tout cas c'est perçu comme ça par l'UNAF, de la capacité à conserver la confiance du public. Alors, les deux grands opérateurs privés, les deux grandes entreprises françaises mais mondiales que vous êtes l'un et l'autre. D'abord, enjeu pour le secteur bancaire et enjeu pour le secteur hôtelier. Avec vous, Emmanuel Payan, vous êtes, je le rappelle, le responsable de data pour l'ensemble du groupe Société Générale. Les enjeux de la RGPD pour vous, auxquels vous êtes confrontés? Alors, peut-être d'abord, plutôt avant de parler uniquement de la RGPD, puisque c'est uniquement le sujet des données personnelles, je souhaiterais juste réexpliquer les enjeux de la data au sens large pour le groupe Société Générale. Voilà, parce que je pense que vous nous tenez jusqu'au mois prochain, là. Non, pas du tout. Ça va aller très vite. Mais là, vous avez vu qu'on a pris du retard. Ça va aller très vite. Pour dire que, en fait, le secteur bancaire, c'est un secteur qui, depuis longtemps, traite beaucoup de données. On fait partie des gens qui traitons beaucoup de vos données. Quand vous nous demandez un crédit, on collecte un certain nombre de vos données. Et beaucoup de données personnelles. Donc c'est un sujet sur lequel on est assez habitué, sur lequel on a travaillé et investi depuis de nombreuses années. Et l'autre point important qui, je pense, nous caractérise, c'est qu'on a une position tiers de confiance par rapport à nos clients, par rapport à nos partenaires, et que c'est un peu l'essence de notre métier. Vous avez un rôle particulier. On a un rôle particulier sur ce sujet, et d'ailleurs, quand on interroge les Français, et quand on leur demande à qui confierait leurs données personnelles, là, cette fois-ci, en général, les acteurs bancaires, on ressort assez haut dans la chaîne. Alors, du coup, par rapport à ça, et aussi, c'est très lié à la RGPD, pour le sujet des données, nos enjeux, ils sont de trois natures. La première nature, c'est le développement d'usage de la donnée dans le contexte digital. Évidemment, on vient d'un monde, on n'est pas des purs players du numérique, donc on vient d'un monde qui était physique et digital. Le digital se développe beaucoup, et donc la connaissance que l'on a de nos clients, avant, elle était beaucoup dans la tête de nos conseillers clientèle, mais de plus en plus, elle est sur la base de ce que nos clients nous ont laissé comme traces sur notre site internet et sur la base des interactions qu'on a eues avec eux. Donc dans le monde digital, le développement de l'usage de la donnée pour un groupe comme la Société Générale, c'est un point clé et c'est vraiment notre premier enjeu. Donc développer les usages pour améliorer le service de nos clients, et parce qu'on a peu parlé aujourd'hui ce matin en tous les cas du client, mais pour moi il est au centre du sujet, c'est-à-dire la donnée pour améliorer le service de nos clients. C'est aussi, je dirais, pour leur proposer de nouveaux produits, de nouveaux services, mieux maîtriser nos risques. Et dans un monde comme le nôtre, c'est
important, leur faire des propositions par exemple en matière de détection de la fraude, et puis aussi améliorer notre efficacité opérationnelle. Donc c'est notre premier enjeu, développer l'usage de la donnée, mais tout en la protégeant et en la sécurisant. Et donc c'est pour ça que la RGPD, c'est un projet sur lequel on est parti depuis très longtemps, depuis fin mi-2016. C'est un projet sur lequel moi, en tant que CDO du groupe, j'ai beaucoup poussé pour que la totalité du management et une très grande partie de l'entreprise soit mobilisée, parce que le sujet de la protection et de la sécurisation de nos données, si on veut être tiers de confiance, c'est absolument clé. Voilà. Et puis le dernier enjeu qu'on a autour de la donnée, c'est sa mise en qualité. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin, parce qu'on est parti du principe qu'on voulait les protéger, d'accord. Mais si on va les utiliser et qu'elles sont pas de bonne qualité, on va avoir un certain nombre de problèmes. C'est pas des sujets qui sont au cœur des débats aujourd'hui, mais qui sont des sujets pour nous, grandes entreprises, qui sont des sujets importants. C'est un sujet technique, voilà, cet aspect, si je puis dire. C'est réducteur, mais cette dimension de la qualité des données. Mais là, si vous rouvrez c'est une autre table ronde. Voilà. Il y a un aspect quand même pour les entreprises, mais on y reviendra ensemble, si vous voulez bien, d'organisation interne qui est complètement bousculée. Mais je viens à Fabrice Ottano, si vous voulez bien, donc le groupe Accor. Les enjeux, alors, de votre point de vue opérationnel, en dehors même de l'organisation, du point de vue client, je dirais, expérience client. De la même manière, je vais prendre un pas de recul et je vais essayer de les lier aux enjeux de l'entreprise. Juste pour vous donner un petit paysage d'Accor, nous avons plus de 4200 hôtels dans 92 pays différents. Nous sommes disruptés par des agences en ligne qui s'appellent Booking.com, Expedia, et qui proposent un inventaire très large pour le meilleur prix. En face de ça, nous devons de proposer une expérience inoubliable à nos clients. Expérience qui commence depuis le moment où vous êtes chez vous, disant vers quelle destination je peux partir, à quel moment je recherche un hôtel pour m'accueillir, quelle est l'expérience que je vais avoir in-hôtel, comment je vis, l'appréciation que je peux avoir de mon séjour et comment je retourne ensuite. Donc tout le parcours client est pour nous au centre de notre stratégie. Et au-dessus de ce parcours client, il y a la personnalisation. La personnalisation de l'expérience est pour nous tout à fait cruciale parce que c'est exactement ça qui nous permettra de nous démarquer d'agences en ligne qui vont que proposer un listing et les prix. Ils n'accueillent personne dans leurs hôtels. Donc il faut qu'on puisse marquer la différence. Pour faire cette personnalisation, on a en fait 3 grands morceaux. Tout d'abord, ça commence sur le marketing digital. Nous investissons pas mal d'argent sur Google, dans les meta-search, dans le retargeting. Et il faut pouvoir comprendre comment optimiser ces investissements au regard de ce que l'on connaît, non pas de clients à ce moment-là, mais d'une audience d'internautes qui passent avec des paquets de cookies sur le dos, et puis on essaie de comprendre qui sont-ils et quelles sont leurs attentes, et à ce moment-là on peut effectivement cibler des bannières, des publicités qui leur correspondent. Le deuxième pavé, c'est toutes les campagnes marketing multicanales, que ce soit des campagnes emailing que vous pouvez recevoir au nom d'Accor, ou que ce soit ce que vous pouvez avoir comme contenu sur nos sites web. Et là il faut comprendre qui est le client, quels sont ses patterns de navigation, et pour pouvoir pousser ensuite de la donnée personnalisée. Et enfin, et je pense que ça c'est le plus important, le troisième volet, c'est dans l'hôtel. Et dans l'hôtel, chez nous tout se joue dans l'hôtel. On peut très bien faire notre travail digital en amont. Dans l'hôtel, c'est absolument important de pouvoir fournir une expérience inoubliable au client. Ça veut dire qu'il faut que dans l'hôtel, on connaisse individuellement le client qui vient se présenter. Est-ce que ce n'est pas une façon formidablement habile de nous dire « laissez-vous faire, je prends toutes les données, je surveille tout ce que vous faites », je l'utilise, je l'exploite, et comme ça, évidemment, je vous offre du mieux. Évidemment, c'est la contrepartie, ce mieux. Mieux de service, mieux de présence, de proximité avec le client, bien entendu. Ok, parfait. Mais au fond, vous êtes là aussi une forme de tiers de confiance. C'est-à-dire, vous êtes un peu aussi un Big Brother. Quand je suis descendu, dans quelle chambre, de quel moment, si je fume, si je fume pas, si je veux ce que j'aime, etc. Bon, on est au cœur d'une certaine forme dans la vie privée. Comment vous arrivez à maintenir, et c'est la question à tous les deux, avec un degré divers évidemment, à maintenir la relation de confiance, à jouer sur cet aspect dont on a vu que c'était, dans la tête de chacun d'entre nous, déterminant. Alors, tout d'abord, pour pouvoir organiser, exploiter cette relation client, on a un programme de fidélité qui est extrêmement puissant, qui est un des piliers. Il y a une contrepartie en fait. Et dans ce programme de fidélité, donc on a à peu près 35 millions de clients qu'on connaît très très bien, 50 millions de clients qu'on connaît un peu moins bien dans une base de données qui n'est pas le programme de fidélité. Et puis, dans le micro, c'est mieux. Pardon. Oui. Et je pense qu'on a 500 millions de clients de par le monde. Mais voilà, 35 millions de clients fidèles, 50 millions de clients connus. C'est avec ces clients-là qu'on veut établir une relation de confiance pour
leur montrer que s'ils nous donnent leurs données, ils auront une meilleure expérience. Mais pas que. Dans la relation de confiance qu'on doit établir avec eux, il faut qu'on leur prouve que leurs données sont sécurisées et qu'on ne va pas leur voler. Et qu'on est totalement transparent sur les traitements qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas Big Brother au sens « donnez-vous des données, on va mettre de la magie autour et vous allez voir, votre expérience va être fantastique ». C'est « donnez-vous des données, là où elles sont protégées et on va vous le prouver ». Et donnez-vous des données parce qu'on va faire ça, 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 ça et ça avec. Et on doit vous rendre compte par rapport à ça. Et ça devient, je vais juste finir là-dessus, parce que c'est au cœur de notre stratégie data, ça devient un avantage compétitif durable par rapport à nos concurrents qui peuvent avoir peut-être des programmes de fidélité moins élaborés et par rapport aux disrupteurs pur Internet qui n'ont pas ce genre de pratique. J'ai promis au député Éric Bothorel de lui permettre de nous laisser à un moment donné parce qu'il a une exigence. Mais vous permettez que je propose à la salle déjà de poser 2-3 questions. Comme ça, si vous pouvez y répondre, vous nous quittez quand vous le souhaitez. Alors, je suis censé pouvoir lancer cet objet dans lequel il y a un micro. Monsieur, déjà. Bon, alors on va jouer au rugby. Enfin, c'est pas vraiment le cas, mais je vous le fournis. Voilà. Et vous parlez dedans. Voilà. Oui, ça marche. Alors, présentez-vous peut-être d'un mot, s'il vous plaît. Éric de Rugide, présidente d'une start-up qui s'appelle Delight. J'ai compris qu'il y allait y avoir des coûts assez élevés pour une banque ou pour un Accor-Hôtel pour mettre en place les réglementations, mais on n'a pas beaucoup parlé des startups ou des PME. Pour elles, quelques dizaines de milliers d'euros, c'est énorme. C'est éventuellement leur survie ou pas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une forme de modulation dans les contraintes qui sont imposées aux entreprises en fonction de leur taille, de leur potentiel de survie, on va dire? Première question, je vais donner à Éric Bothorel la capacité à répondre. Qui aurait une autre question? Je suis sûr qu'on m'a fait signe quasiment tout à l'heure. Là, vous n'osez plus. C'est-à-dire que le ballon, là, plus personne ne va le récupérer. Vous redoutez que... monsieur, j'ai vu que vous aviez levé la main. Tenez, je vous le fournis. Non, monsieur, là, avec les cheveux gris. Tenez, je vous fournis le... Hop, pardon, voilà. Vous vouliez poser une question, je vous en prie. Allez-y. Vous êtes vous, représentant d'une PME Du tout, Manuel Moraguez, journaliste à l'usine Nouvelle. Formidable. Tous les jours, on reçoit la version digitale de l'usine Nouvelle, formidablement bien faite. C'est pas de la flagornerie, je l'utilise tous les jours comme abonné. Vous êtes venu chercher quoi comme info ici, par exemple? Je m'interrogeais sur la... Est-ce qu'on peut dire qu'à travers les exemples des entreprises, effectivement, c'est ce qui nous intéresse en premier lieu à l'usine. Est-ce que c'est le RGPD et ce qui va suivre les e-privacy et peut-être d'autres éléments réglementaires? Est-ce qu'on peut qualifier ça à la fois d'une contrainte, mais en même temps d'une incitation, on va dire ça plus positivement, à acquérir une certaine forme de maturité. De culture et de maturité numérique. De maturité des entreprises vis-à-vis de la donnée. Alors c'est sûrement pas la Société Générale ou Accor qui en ont besoin, mais je pense peut-être à des plus petites entreprises. Mais adresser de front cette question de la donnée, de se focaliser sur la donnée et de la traiter avec tout le sérieux qui convient, y compris donc en matière de protection, respect de la vie privée et de cybersécurité. C'était pas préparé. Merci d'avoir joué le jeu. Merci. Parce que je vous ai saisi à froid avec ce micro-ballon. Alors là, il y a quand même deux questions. Il y a celle de la modularité possible au niveau de l'entreprise, et puis il y a l'idée que tout ça pourrait permettre de pousser l'acquisition de la culture numérique. Éric Bothorel, avant de vous laisser nous quitter. Sur la deuxième question, incontestablement, c'est que quand le sujet est venu et quand on a débattu avec un certain nombre d'organisations, et je remercie d'ailleurs le Syntec de cette manifestation aujourd'hui, comme celle qu'il a pu organiser de manière précédente, parce que ça participe du fait qu'on puisse échanger les uns les autres sur ce sujet. Et finalement, RGPD n'est pas si bottom-down que ça. C'est pas un truc qui descend de l'Europe et qui s'applique à toutes les entreprises. En tout cas, c'est pas vécu comme tel, même si au départ, et notamment pour les plus petites, et je ferai le lien avec la question de tout à l'heure, elle a pu susciter un certain nombre de questions. Il y a toujours dans des grandes sociétés un DPO qui est caché et qu'on a sous la main et qu'on peut effectivement recruter facilement. C'est plus compliqué pour des entreprises d'avoir à consacrer du temps en certification qualité, en mise en œuvre de conformité d'un certain nombre de règlements et de s'éloigner de son core business ou de son corps d'activité quand on doit consacrer 1 heure de temps de chacune de ces journées à faire
autre chose que ce pourquoi on était prédestiné, c'est-à-dire vendre ses services ou ses produits ou les deux, c'est toujours plus complexe. Mais là où vous avez raison, c'est que vu d'ici, vu d'Europe, je pense que c'est un argument qui fait mouche sur le sérieux avec lequel on traite le sujet. On verra demain, il suffit de lire la presse, il y a encore eu il y a peu de temps un hebdomadaire qui a mis en ligne, je crois, un certain nombre d'informations relatives à ses abonnés, alors c'est pas vous, mais la nécessité que impose le RGPD aujourd'hui de cette transparence sur les failles qui peuvent exister, sur le fait de rendre public un certain nombre de choses, et surtout de prendre des éléments en amont, de sorte que ces événements ne se produisent pas, sont de nature à rassurer le client, l'utilisateur. Et vous le disiez, mes deux interlocuteurs qui sont à ma droite ont rappelé que tout ça n'est pas fait juste pour faire du numérique ou autre chose en plus, mais pour servir les intérêts du client. Et la question de la modularité, c'est est-ce que la loi prévoit que quand même on n'est pas obligé de se mettre en conformité avec la même perfection quand on est une PME, alors qu'on n'a pas forcément les moyens d'un grand groupe? Dans l'esprit, je dirais que non, ce serait rassurant. Enfin, si on commençait à dire qu'il y avait de par la loi des facilités qui sont offertes aux uns et aux autres, alors brutalement j'aurais tendance à dire non, mais dans l'absolu, on l'a bien vu à l'occasion des débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale et de la part d'un certain nombre d'autorités, je pense à la CNIL en particulier, une vigilance, un accompagnement qui sera différencié en fonction effectivement des moyens qu'on aura pu consacrer à se mettre en conformité. Je pense qu'on ne pourra pas traiter, et d'ailleurs il suffit de regarder en matière d'infraction aujourd'hui ce qu'il est prévu en matière de sanctions pour les groupes, que ce soit le chiffre d'affaires au niveau international ou que ce soit une amende. On voit bien qu'on ne sanctionnera pas forcément de la même manière une entreprise de taille modeste d'un grand groupe qui aurait commis à l'insu de son plein gré ou vraiment volontairement des infractions en matière de RGPD. Moi je veux juste vous rassurer sur le fait que ça a été une préoccupation des parlementaires, et vraiment on avait intégré dès le départ, même si on connaît la contrainte de la mise en œuvre et de la deadline qui est celle du mois de mai, de la nécessité d'accompagner un certain nombre d'entreprises, même si on a vu fleurir ici et là sur le net un certain nombre d'entreprises qui promettaient un certain nombre de choses en matière de RGPD qui n'étaient pas forcément le service attendu pour les entreprises. Donc il y aura un regard bien évidemment bienveillant vis-à-vis des startups dont on sait qu'elles ont aussi beaucoup d'autres choses à faire, mais ayez à l'esprit que au-delà du fait que ce soit une contrainte, je pense que demain c'est un déterminant, c'est une valeur ajoutée et un argument supplémentaire pour la compétitivité de chacune des entreprises de pouvoir affirmer de manière très forte qu'on est compliance GDPR. Et ce sera au niveau national, ce sera au niveau européen. Et si d'autres emboîtent le pas aujourd'hui, outre-Atlantique ou ailleurs, c'est bien parce que ce modèle-là, c'est le modèle de demain, plus que quelque chose d'imposé, décrété par une autorité technocratique. Monsieur le député, vous restez avec nous tant que vous voulez. Moi, je ne vous chasse pas. Je vois à la French Tech, vous emportez le panneau. Si vous voulez rester avec nous, discussion avec votre collaboratrice, vous faites ce que vous voulez, vous nous quittez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Ah bah, vous pouvez rester, lui dit-elle. Bon, c'est parfait, vous restez. On a fini de toute façon dans 5-6 minutes. Alors, je peux rajouter quelque chose sur les startups ? Mais bien sûr. Si vous le permettez, je vais me permettre de, Madame la députée, allez-y. Compléter donc la réponse de mon collègue. Donc pour insister effectivement sur le fait que le régulateur, la CNIL, veut vraiment se concentrer sur les TPE, PME, les startups cette année parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai besoin. Mais donc par rapport à la possibilité d'allègement réglementaire, il y a quand même un seuil dans le règlement et donc la loi de 250 employés pour des entreprises qui n'auraient pas à manipuler, enfin qui ne seraient pas sur du big data ou dont le numérique ne serait pas le cœur de métier. Donc il y a quand même un certain allègement possible en dessous de ce seuil. Mais par contre, pour des startups qui veulent vraiment développer des applications où elles vont manipuler beaucoup de données, pour elles, c'est peut-être aussi à considérer comme un investissement, puisque le fait de donner confiance sur leur application peut leur donner un avantage compétitif par rapport à d'autres. Et donc, j'étais vendredi dernier dans un incubateur de FinTech qui prend tout à fait, et l'ensemble
des startups qui sont dans le SWAVE, donc prennent effectivement cette direction et de mettre vraiment de l'éthique dans leurs applications et donc la protection. C'est la notion développée par Jérôme Siméon de responsabilité de tous les acteurs de la chaîne et pas uniquement du prestataire. Alors, juste sur ces aspects, les questions qui ont été posées, acquisition de la culture et aussi la capacité de modularité, votre sentiment à vous deux qui êtes à fond dedans déjà depuis longtemps. Moi, je vais juste ajouter quelque chose sur les startups. On prend pas mal de participation dans les startups, voire on en rachète, bien sûr. Et donc, je les audite pour savoir si elles sont en conformité ou pas. Je trouve que le travail est extrêmement bien fait de la part de ces petites entreprises qui ont une grande responsabilité par rapport à ça. Là où le bas blesse, très souvent, c'est la sécurité des données. Et donc on les hack volontairement pour savoir si elles résistent. Et là, il y a vraiment des brèches béantes. Donc je pense qu'il... Pour quelles raisons? Parce qu'ils ne savent pas faire ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire? Je pense que ça manque un peu de moyens, peut-être aussi de réalisme, en disant j'ai une toute petite boîte qui va s'intéresser à moi, mais n'empêche qu'ils peuvent gérer plusieurs milliers ou millions de clients, mine de rien. Et quand on s'infiltre chez eux, on peut aller chercher des données clientes. Donc ils sont en conformité, mais ils sont en même temps très... comment dire, pas en péril, mais... Emmanuel Payan. Oui, peut-être moi, un peu ma vision de la question RGPD pour une grande entreprise, contrainte ou opportunité, puisque finalement ça peut être un des sujets. Nous, on l'a vraiment pris plutôt comme une opportunité, même si je ne vous dirais pas que ça n'a pas coûté d'argent et ça ne coûte pas encore beaucoup d'argent à la banque. Pourquoi c'est une opportunité? Parce que dans le monde digital, c'est une opportunité formidable d'acculturer l'ensemble de nos collaborateurs à ce que c'est que la donnée et au fait que on ne fera pas, je dirais, n'importe quoi avec les données de nos clients, comment on va collecter leur consentement. Cette question de comment on collecte le consentement, on n'a pas beaucoup parlé, mais ça peut faire l'objet de débats. Quelle granularité? Comment on va restituer? Le secrétaire d'État a posé la question de savoir comment je vais restituer les données de mes clients. Donc toutes ces questions-là, pour moi, elles sont absolument fondamentales, en tous les cas pour une grande banque comme la nôtre, qui veut se développer sur ce sujet, et ça a été un accélérateur très fort. Donc on a un programme qui est sponsorisé par un de nos DGD qui s'occupe du business. Donc on a mis ce programme, non pas du côté de la compliance, mais plutôt du côté du business. On va former l'ensemble de nos collaborateurs, et on a tout un tas d'approches et je le vois vraiment, moi, comme une opportunité pour ensuite pouvoir accélérer et développer les usages de la donnée. Alors il y a une question qui est venue par SMS, Olivier Gérard, qui est: est-ce que c'est pas trop tard de souhaiter acculturer, former les jeunes, les nouvelles générations? Elles ont déjà leur propre code, on est déjà dans l'X bien avancé, quoi. Donc est-ce que ces générations-là, c'est pas déjà trop tard de souhaiter par le ministère de l'Éducation, l'école, tout simplement les former? Je n'espère pas, je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore possibilité de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses. Après, il faut se donner les moyens, il faut y aller tous ensemble. Encore une fois, ça n'est pas l'école qui va faire cela tout seul, ça n'est pas le tissu associatif vers lequel on renvoie souvent, ça n'est pas les entreprises, parce que ça n'est certainement pas leur rôle, même si elles peuvent y contribuer. Donc c'est vraiment mettre en place un véritable plan global. La question c'était, est-ce que c'est pas déjà trop tard de se dire on va éduquer, les data étant déjà à fond dans nos vies? Vous venez d'y répondre. Alors monsieur, vous présentez-vous si vous voulez bien. Bonjour. Allô? Oui, alors pardon, okay. J'étais un peu rapide pour l'ingénieur du son. Okay. La Catchbox l'Orange. Oui, voilà. Donc je suis Marc Thévenin, je représente un éditeur de CRM qui s'appelle Le Donnet. Et voilà, donc on parle de faire l'éducation des entreprises en général, et on est beaucoup à intervenir dans la chaîne sur ce sujet-là. Mais nous, en tant qu'éditeur, on est évidemment en première loge, puisque la plupart des réflexes de nos clients, pour lesquels on héberge leur propre base de données, dans lesquelles il y a des données personnelles, se retournent vers nous et nous posent un certain nombre de questions extrêmement précises. Or, dans la réglementation, quand on regarde notamment la CNIL, etc., il y a évidemment beaucoup de choses qui nous sont utiles, mais il y a des cas très précis sur lesquels on a du mal à répondre. Et donc, je voulais savoir dans ce cas-là quelle est la démarche à suivre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une question pour Madame Payan et Monsieur Gérard. En tant que, je suppose que vous utilisez des solutions au CRM ou autres types de bases de données, peut-être parfois en cloud. En termes de partage de responsabilité, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Est-ce que c'est uniquement des sujets sur la sécurité, ou est-ce que ça va plus loin? Je pense notamment aux outils qu'ils vous mettent à disposition et que vous êtes les seuls à décider ou pas d'utiliser. Voilà.
Merci. Alors, 2 questions. Notre député nous laisse. Merci, Monsieur Boterel. La première question, c'est comment répondre aux questions posées par les clients. Alors, vous ne pouvez pas répondre pour les pouvoirs publics, bien entendu, mais comment vous envisagez le sujet? Monsieur, je vous en prie. Après, je ne sais pas le degré d'expertise qu'il faut avoir pour... Je ne sais pas si c'est pas à Madame Aignon qu'il faudrait poser la question. Ce qu'on fait nous en interne, c'est qu'on a un DPO et on a aussi un réseau de DPO à travers le monde pour répondre justement à ces problématiques, qu'elles soient juridiques ou technico-juridiques, puisque derrière il y a des choses... Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un mail, c'est vraiment par coïncidence par rapport au débat d'aujourd'hui, mais c'est d'actualité. J'ai reçu un mail de quelqu'un qui s'occupe de la campagne marketing à Manille, et qui me disait, selon le Privacy Act de 2012, combien de temps je dois garder mes données chez moi. Donc ça remonte de Manille, ça vient chez moi, je rediscuterai avec le dépôt pour pouvoir redonner une réponse à cette entité qui est un peu décentralisée, mais qui opère pour le compte d'accord des campagnes marketing avec des données clients. Donc la dimension est globale. Madame Payan. Alors moi je pense qu'il faut voir au cas par cas. Chez nous on a mobilisé assez fortement la direction des achats et des SI. Donc on est en train de repeigner les contrats. Donc je ne sais pas si vous travaillez avec le groupe Société Générale ou pas. Et donc nos juristes et notre direction des achats ont proposé des contrats standards, je dirais qu'on a appelé GDPR compliant, compte tenu des travaux qu'on avait faits. Donc soit il n'y a pas de discussion et le partenaire avec lequel on travaille est prêt à les signer. Si on a des sujets avec lesquels on a des débats, et je peux vous dire qu'avec un certain nombre de très grands éditeurs où on peut avoir des débats, et ben là c'est des sujets au cas par cas qu'on traite. Je pense qu'un des sujets qui est quand même important et qui n'est pas complètement encore traité, c'est bien tous les sujets de durée de conservation de la donnée. En tous les cas, pour un acteur bancaire comme nous, il y a beaucoup de travail parce qu'on a la loi sur les données personnelles, mais on est soumis, comme d'ailleurs par exemple la personne de la PHP, à d'autres régulations, par exemple comme la régulation bancaire ou par tout un tas d'autres régulations. Et donc là, on a un travail qui est assez approfondi, qui est engagé, mais qui va se poursuivre pour déterminer type de données par type de données, système d'information par système d'information, quelles sont les durées de conservation que l'on doit conserver. Et donc ça, c'est des sujets qu'on doit traiter au cas par cas avec chacun des éditeurs. Et c'est vrai que c'est une des raisons notamment du coût de ces programmes pour nos grandes entreprises. Monsieur Olivier Gérard, vous avez été interpellé aussi? Oui, alors moi ce que ça m'inspire là, c'est que tout à l'heure on parlait de la capacité de compréhension des consommateurs, des citoyens. Et c'est vrai qu'on est dans une société où finalement on a des gens à qui on va confier des données personnelles, mais où derrière il y a effectivement des sous-traitants, d'autres structures, une espèce de cascade d'acteurs qui vont intervenir. Et l'enjeu, c'est aussi que le citoyen puisse comprendre et que les choses soient assez claires et assez simples pour savoir finalement quel est le parcours de ma donnée, qui est responsable de quoi, qui assure le traitement et qui a la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose, cette notion de responsabilité de responsable et des sous-traitants qui est aussi à développer et à expliquer aux citoyens. Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Alors ici, mademoiselle, on va, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien me donner le micro ou voilà, mon confrère veut se venger. Je ne sais pas si je vais le récupérer. Merci. Attendez. Hop. Voilà, formidable, merci beaucoup. Mademoiselle, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Yasmine Bricky du groupe Atos. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des mobiles. Tous les collaborateurs des grands groupes ou petites sociétés ont des portables qu'ils utilisent pour leur business de tous les jours. Ces portables comportent des applications type CRM ou autres. Donc peut-être qu'il pourrait être une porte d'entrée au système informatique des entreprises et donc un nouveau risque. En fait, avoir un portable business, c'est comme si avoir son bureau dans la rue, donc on peut nous le faire voler. Ces dossiers et les données des clients. Exactement. C'est une porte d'entrée en plus, donc un risque en plus. Comment on part ça? Voilà. C'est ça votre question? Voilà. Est-ce que vous avez pensé à ce risque-là? Et moi, en tant que potentielle cliente d'une banque ou autre, ou d'Accor Hôtel, comment puis-je être sûr que tous les collaborateurs de la société ont des portables sécurisés
Merci. Merci beaucoup. Comment vous réglez ça? Comment je suis sûr que si je suis à la Société Générale, un de vos collaborateurs qui se fait piquer le portable... Alors, en fait, nous, on a sur les portables, on a des politiques de sécurité qui sont assez strictes. Et d'ailleurs, ça peut, pour vous dire les choses, faire l'objet un peu de débat à l'intérieur de la maison, parce que politique de sécurité stricte, parfois, c'est pas complètement avec tout à fait business. Équivalent avec business ou fluidité. Hein. Donc, notamment, il y a des applications qui ne sont pas accessibles par mobile. Et puis, notre messagerie sur portable est dans un environnement sécurisé, qui fait que, normalement, si vous avez un certain nombre d'informations qui circulent, notamment des documents, par exemple, sur vos portables, vous ne pouvez pas, par exemple, les télécharger sur votre environnement qui n'est pas sécurisé. Voilà, donc là, nos équipes sécurité travaillent activement sur le sujet. Pour des sujets de sécurité, maintenant, il faut être clair que ça ne crée pas toujours un environnement de travail qui est complètement fluide pour l'ensemble des utilisateurs. Fabrice Sotano, comment on fait chez vous? Alors, bien sûr, que l'application soit portée sur un portable, sur une tablette, sur un ordinateur, elle fait partie de l'identification des traitements qu'on a à faire et à sécuriser. Bien sûr, l'ensemble des applications qui sont sur nos portables passent à travers des tuyaux sécurisés. En revanche, on ne demande pas à sécuriser le portable lui-même, puisqu'on demande à nos collaborateurs de prendre leur propre portable. Bring your own device, sans mettre des portables durs sécurisés là-dessus. Néanmoins, je pense que les problématiques de sécurité et de respect du GDPR à ce niveau-là ne passent pas que par des problématiques technologiques, mais aussi par beaucoup d'évolutions culturelles et de formation. Nous, on fait des amphithéâtres entiers plusieurs fois par an sur la sensibilisation à nos collaborateurs de toutes les problématiques de sécurité de data et de respect des données privées. Quel que soit le collaborateur, à la limite, je dirais. Donc là, on a fait un amphi avec 500 personnes du siège, on en refait un autre le 4 avril, on aura adressé pratiquement 80% des personnes du siège pour dire attention, c'est votre comportement personnel qui est responsable pour la société de ce genre de choses. Bien sûr. Ce soir, je pars à Rio pour une convention sur le business, mais dans l'exposé que je fais, il y a tout un pan RGPD et tout un pan sur la comptabilité que doivent avoir les individus au sein de notre société sur ces problématiques-là. Merci. Fabrice Sotano, Emmanuel Payan, Olivier Gérard. Je voudrais qu'on salue les orateurs et Éric Botorel.